Quelles sont les chances que ta femme te trompe? Minimes, non? Ou pas du tout? Et les chances qu'elle te trompe dans un hôtel à 2 pas de chez un vieux pote qui la reconnaît au premier coup d'œil? Pratiquement nulles, tu dirais. Eh bien moi, j'ai été l'exception qui confirme la règle. L'univers a un humour bien tordu. On ne m'a pas simplement distribué une mauvaise main, on m'a refilé tout le jeu maudit. Et le pire? Je n'ai rien vu venir. Pas le moindre indice. On croit connaître la personne avec qui on partage sa vie, on croit pouvoir lui faire confiance les yeux fermés. Mais la confiance, c'est du cristal, un regard de travers, un mot déplacé, et tout explose en 1000 morceaux sous tes pieds. Mais je m'emballe. Remontons à la soirée où tout a commencé à basculer. La soirée où un simple verre avec une vieille connaissance a fait s'écrouler mon château de cartes. C'était un jeudi soir, de ceux qui gardent encore un peu la douceur de l'arrière-saison avant que l'hiver ne s'impose. J'avais passé une journée pourrie au tu sais, le genre où ta to-do list ressemble à une blague de mauvais goût. Panne serveur au boulot, appel client à la chaîne, et un boss qui prenait, urgent, pour, lâche tout, même ta santé mentale. Alors quand j'ai enfin coupé l'ordi, j'ai décidé de décompresser à l'ancienne, une bière bien fraîche et un plat de bar bien gras. Je me suis retrouvé au Vieux Matelot, un troquet près du lac de la Forêt-Noire qui n'avait pas bougé depuis mes années fac à l'université de Rennes 2. Même peinture écaillée, même tabouret bancal, même sol collant qui semblait te retenir par les semelles. Ça puait la bière éventée et la frite recyclée ou une crasse réconfortante, si tant est que ça existe. Ça faisait des années que je n'y avais pas mis les pieds, mais la néon qui clignotait m'a attiré comme une madeleine trempée dans du mauvais rouge. J'ai commandé une pinte de IPA locale et je me suis posé près du jukebox, écoutant à moitié un vieux morceau de blues qui tournait en boucle depuis les années 2000. Je ne cherchais pas la discussion. Juste un peu de calme pour laisser mon cerveau redescendre, peut-être capter la fin du match du Stade Rennais sur la télé poussiéreuse au-dessus du comptoir. C'est là que je l'ai entendu. Lucas? Lucas Moreau? C'est bien toi. Je me retourne, et voilà Romain Garnier. On était au lycée ensemble à Vannes, sans être vraiment proches. Romain, c'est le genre de mec qui n'a jamais quitté la région, toujours une histoire folle à raconter, et qui tombe pile au mauvais moment. Il n'avait pas trop changé, même barbe de 3 jours, même sourire malicieux, mais quelques rides en plus et les cheveux qui perdaient la bataille contre le gris. Romain, vieux. Je me lève, on se serre la main. Ça fait quoi, 15 ans? Au moins, il rigole en me tapant dans le dos comme si on avait fait l'armée ensemble. Toujours dans le coin. Ouais, à Saint-Grégoire avec ma femme. Et toi? Heureux, il dit en s'installant sur le tabouret voisin. Petite maison près de la route de l'Orient. Faudra passer un de ces 4. Il fait signe au barman pour une nouvelle tournée. Qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Je te voyais plutôt dans un bar à vin branché. J'éclate de rire. Besoin de couper du télétravail. Retour aux sources. On glisse vite dans la discussion facile, on ressort les souvenirs du lycée. Romain bosse dans l'immobilier maintenant, marié, 2 gosses, et roule toujours avec le même Renault Scénic d'occasion dont il était fou en terminale. On rit des conneries de l'époque, on parle des potes qui sont partis ou qui tournent en rond dans la même routine. Et puis, au fil de la soirée et des bières qui descendent toutes seules, Romain me balance la question qui va retourner ma vie. Alors, le mariage, ça donne quoi? Demande-t-il en haussant un sourcil. Ça va, je réponds sans me méfier. Élise a un poste chargé, mais on gère. Elle était en déplacement le week-end dernier pour un salon pro, j'avais la maison pour moi tout seul. Romain s'arrête net, sa bière à mi-chemin des lèvres. Le week-end dernier? Sans déconner. Je hoche la tête, aveugle au piège. Ouais, elle était à Nantes pour un truc marketing. Romain lâche un petit rire, mais il y a un truc qui cloche, un truc qui me fait dresser les poils. C'est marrant, il dit en secouant la tête. J'aurais juré vous avoir vus tous les deux heureux samedi. Je fronce les sourcils. Heureux? Ouais, près du Courtyard by Marriott sur la route de l'Orient. Ma femme et moi on prenait un café à la brasserie d'Aix en Grave côté, la Piazza. J'ai cru voir Élise sortir de l'hôtel avec un mec. Je me suis dit que vous faisiez un petit week-end en amoureux. J'ai eu l'impression qu'on m'avait vidé l'air des poumons. Élise, dans un hôtel heureux? Impossible. Elle était à Nantes. Elle m'avait envoyé des photos, des messages sur les conférences chiantes, sur son envie de rentrer. Je force un rire,
mais il sonne creux. Non, ça devait être quelqu'un d'autre. Élise était bien à Nantes tout le week-end. Romain hausse les épaules, inconscient de la bombe qu'il vient de lâcher. Sûrement. Une ressemblance. Ma femme jure voir sa prof de yoga partout. Mais je n'écoutais plus. Tout tournait dans ma tête, chaque conversation, chaque texto, chaque détail du week-end. Les photos qu'Élise m'avait envoyées, nos appels, tout collait, et pourtant maintenant une graine de doute poussait dans ma poitrine, rongeait ma certitude. On a fini la soirée, échangé nos numéros, promis de se rappeler, mais je n'arrivais pas à chasser cette sensation que quelque chose clochait. Je suis rentré en pilotage automatique, les rues familières de Rennes qui défilaient sans que je les voie vraiment. À la maison, tout paraissait plus froid, plus vide. Les photos sur les murs mariage, vacances, souvenirs ressemblaient soudain à des mensonges encadrés. Je suis resté planté dans la cuisine à fixer la tasse préférée d'Élise, celle qu'elle avait depuis la fac. Un vestige d'une autre vie. J'ai sorti mon portable, fait défiler ses messages du week-end. Tout semblait normal, photos du salon, plaintes sur les conférences interminables et le café infect de l'hôtel. Mais avec les mots de Romain dans la tête, tout sonnait faux, comme un alibi répété 100 fois. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond dans le noir, repassé chaque détail en boucle. Peut-être que Romain s'était trompé. Peut-être que c'était un malentendu. Mais au fond de moi, je savais. Quelque chose n'allait pas. Et j'allais découvrir quoi. Tu connais cette petite voix dans ta tête qui te murmure que quelque chose ne tourne pas rond? Cette voix était devenue un hurlement. Après la soirée au vieux matelot, après la bombe lâchée l'air de rien par Romain sur Élise près de l'hôtel Heureux, je n'arrivais plus à penser à autre chose. Chaque détail devenait suspect, chaque geste suspect. Et le pire? Je ne savais plus si je perdais la boule, ou si je venais enfin d'ouvrir les yeux. Mais la suspicion, c'est comme une démangeaison, ça ne part pas tant que tu n'as pas gratté jusqu'au sang. Et moi, j'allais creuser. Le lendemain matin, j'étais assis à la table de la cuisine, mon café noir devant moi comme s'il allait me donner les réponses. Élise s'activait, se préparait pour le boulot, fredonnait un truc de loin comme si tout était normal. Elle m'a embrassé sur la joue avant de filer, laissant derrière elle son parfum lavande. Mais ce baiser-là sonnait faux. Ce n'était plus de la chaleur. C'était du doute. J'ai attendu d'entendre le moteur de sa Peugeot 3008 grise s'éloigner dans l'allée. Puis j'ai pris mes clés, je suis monté dans mon Scénic et je l'ai suivi. Au début je ne savais pas trop ce que je cherchais. Peut-être l'espoir de la prendre en flagrant délit de vérité, ou juste la preuve que je délirais. Mais en la suivant dans les rues de Rennes, après le quartier de Villejean puis l'autoroute vers le centre, une certitude glacée m'a serré la gorge. Je n'allais pas trouver de réconfort. J'allais chercher la vérité, même si elle était moche. Le bureau d'Élise était dans une tour de verre près de la place de Bretagne, le genre d'immeuble où on se sent tout petit. Je me suis garé 2 rues plus loin et j'ai attendu qu'elle entre dans le parking souterrain. 15 minutes, 20 minutes, elle n'est pas ressortie. Pendant 2 jours j'ai joué les ombres. Boulot, déjeuner avec les collègues à la Maison Bleue ou au Café de la Paix, parfois un café rapide chez Colombo. Tout semblait normal. Trop normal. Mais normal ne veut pas dire honnête. C'est le vendredi que ça a craqué. Élise avait parlé en début de semaine d'une réunion client tardive, qu'elle ne rentrerait pas avant 21h. En temps normal ça ne m'aurait pas fait tiquer. Mais après Romain, chaque mot sortant de sa bouche méritait expertise. Alors je l'ai suivie. Ce soir-là elle a quitté le bureau à 17h30, bien plus tôt qu'annoncé. Je l'observais depuis mon Scénic garé en face, quand elle a filé dans la circulation. Au lieu de rentrer ou d'aller à une réunion, elle a pris la direction de Cesson-Sévigné, loin du centre. J'avais le cœur qui cognait, les mains crispées sur le volant. Je gardais 2 ou 3 voitures entre nous. Elle s'est garée sur le parking du Café de la Forêt, un petit endroit cosy près du parc des Gailleuls, clairement pas le genre d'adresse où on emmène des clients. Je me suis posé plus loin, le cœur en feu. 5 minutes après, elle n'était plus seule. Un grand mec en blazer marine et jean brut s'est approché de sa voiture. Je ne voyais pas bien son visage, mais je n'en avais pas besoin. Le sourire éclatant d'Élise quand elle l'a vu disait tout. Elle est sortie, ils se sont enlacés comme 2 amants qui se retrouvent après des mois, mains qui s'attardent un peu trop sur le dos de l'autre. Ils sont entrés ensemble dans le café, en riant d'on ne sait quelle blague, et pour la première fois de ma vie j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds.
Je suis resté là une plombe, à fixer l'entrée. Mon cerveau tournait à 100 à l'heure mais rien ne sortait. Ce n'était pas une méprise. Pas une coïncidence. C'était réel. Et il me fallait des preuves. J'ai attendu plus d'1 heure. Quand ils sont ressortis, le ciel était noir. Il marchait collé serré, sa main qui frôlait son bras, ses doigts à lui dans le creux de ses reins. Chaque geste était un coup de couteau. Ils n'ont pas pris leur voiture. Ils ont continué à pied, passé le café, jusqu'au parking de l'hôtel Ibis du parc des Gailleuls discret, sans chichi, exactement le genre d'endroit où on va quand on ne veut pas être vu. Je ne les ai pas suivis à l'intérieur. Pas besoin. Les voir franchir cette porte suffisait. Mais je n'ai pas pété un câble. Je ne suis pas rentré en trombe pour tout casser. Ce n'est pas moi. Et puis ce n'était pas le moment de la colère. Non, il fallait être plus malin. Ce n'était plus seulement une question de trahison. C'était une question de contrôle. Je suis rentré en silence, le poids de ce que j'avais vu qui m'écrasait. Chaque feu rouge était une lampe d'interrogatoire, chaque stop un rappel de la vie que je croyais avoir. À la maison, je me suis assis dans le noir, à regarder les murs qu'on avait peints ensemble, les photos de vacances qui ressemblaient à des accessoires de théâtre. La trahison était là, évidente, mais je n'allais pas la confronter. Pas encore. Parce que ce n'était plus seulement attraper Élise la main dans le sac. C'était préparer la suite. Et crois-moi, je venais juste de commencer. Le week-end est passé dans le brouillard. Après avoir vu Élise disparaître dans cet hôtel avec l'inconnu, j'ai oscillé entre incrédulité et résolution froide. Je ne l'ai pas attendue au tournant quand elle est rentrée. J'ai fait comme si de rien n'était. Elle est arrivée tard le samedi soir, prétextant un dîner client qui avait traîné, se plaignant que c'était mortel, que les clients n'arrêtaient pas de parler stratégie marketing et objectifs trimestriels. J'ai hoché la tête, souri, fait semblant de ne pas l'imaginer en train de rire dans les bras d'un autre. Lundi matin, je savais que faire semblant ne suffisait plus. Il me fallait des preuves pas seulement pour ma santé mentale, mais pour la suite. Si je devais quitter ce mariage, je voulais tout verrouiller. Pas de contestation possible. Que des faits bruts. J'ai décidé d'engager un détective privé. Ce n'était pas compliqué à Rennes. Une recherche rapide m'a mené à l'agence Le Gall Investigation, un petit bureau discret dans un immeuble sans charme rue de la Visitation, pas loin de l'université Rennes 2. Site simple mais pro, avis élogieux sur la discrétion et l'efficacité. Exactement ce qu'il me fallait. J'ai pris rendez-vous pour le mardi après-midi, en prétextant un rendez-vous client à Élise. Elle n'a rien demandé. Elle ne demandait plus grand-chose ces derniers temps. Le bureau était au 2e étage d'un immeuble en briques entre un cabinet d'avocat et un salon de thé, le temps d'une pause. Ça sentait le moquette ancienne et le café froid. J'ai trouvé la porte 204, plaque en laiton, Yann Le Gall, détective privé. J'ai frappé. Entrez. Yann Le Gall n'était pas ce à quoi je m'attendais. Plus jeune, la trentaine bien tassée, très acérée, regard qui capte tout. Chemise blanche manche retroussée, bureau envahi de dossiers et de gobelets. Poignée de main franche, air concentré. Lucas Moreau, il demande en me faisant signe de m'asseoir. C'est moi. Pas de blabla. Qu'est-ce qui vous amène? Je lui raconte tout, les soupçons, la filature, l'hôtel, le café, le tuyau de Romain. Pendant que je parle il hoche la tête, note dans un carnet en cuir. Quand j'ai fini, il se cale dans son fauteuil. Vous avez bien fait de venir. La plupart des gens foncent tête baissée, confrontent, et se retrouvent les mains vides. Vous gardez la tête froide. Ça va aider. Prochaines étapes? Je la file. Photo, horodatage, tout ce que je trouve. Si elle voit ce mec régulièrement, ça ne prendra pas longtemps. Vous aurez ce qu'il vous faut en moins d'1 semaine. C'était bizarre de lâcher le contrôle, mais j'ai acquiescé. Il m'a donné un devis qui m'a fait grimacer, mais j'ai signé le chèque sans hésiter. Les jours suivants ont été un calvaire. Je faisais acte de présence au boulot, regard dans le vide pendant que mon cerveau repassait en boucle les derniers mois. Les déplacements pro, soudain d'Élise, ses rentrées tardives, cette distance quand elle me parlait, comme si j'étais un coloc. Tout prenait sens. Mais il me fallait voir les preuves de mes yeux. Élise, inconsciente de l'orage qui couvait, continuait sa petite vie. Bisous le matin,
Texto dans la journée, elle a même proposé qu'on parte un week-end en amoureux bientôt. L'audace me donnait la nausée, mais je jouais le jeu. Vendredi matin, le gars l'appelle. J'ai de quoi vous intéresser. Passez quand vous voulez. Je quitte le boulot plus tôt, prétexte migraine, file rue de la Visitation. Il me tend une pochette Kraft épaisse. Ça n'a pas traîné, dit-il en s'adossant. Votre femme n'est pas très discrète. J'ouvre. Mon estomac se retourne. Des dizaines de photos. Élise est le même mec. Au café de la Forêt, au bar de la Cité, sur un banc place d'Hélice. Mais le pire, les entrées et sorties de l'Ibis des Gailleuls. Pas une, pas deux, 3 fois rien que cette semaine. Tout est horodaté. Il a même joint un journal de ses journées, depuis la sortie de la maison jusqu'au retour, comme si de rien n'était. L'homme s'appelle Grégoire Lemoine, directeur de compte senior dans une agence concurrente en centre-ville. Plus âgé que moi, la petite quarantaine propre sur lui, sourire suffisant qui donne envie de cogner. Ça fait au moins plusieurs mois, dit le gars en tapotant le dossier. Peut-être plus. Je fixe les photos. Colère et vide. C'était ça, la preuve irréfutable. Mais au lieu du soulagement, une douleur sourde. La femme que j'aimais avait une double vie sous mon nez. Je referme le dossier. Combien je vous dois en plus? Il secoue la tête. On est quitte. Mais si vous avez besoin d'un avocat ou d'autre chose, j'ai des contacts. Je le remercie, prend le dossier et sort, déjà en train de planifier la suite. Le soir, Élise faisait la cuisine comme un vendredi normal. Sourire, questions sur ma journée, blabla sur un nouveau projet. Je hochais la tête, le dossier planqué dans mon sac. Pendant le dîner je l'observais, mémorisais chaque trait de son visage, chaque geste. Surréaliste. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Parce que maintenant j'avais les preuves. Il était temps de passer à l'acte. Et Élise n'allait rien voir venir. Une fois les preuves en main, plus de retour en arrière possible. Les photos de Le Gall ne laissaient aucune place au doute. Élise ne s'était pas contentée de me tromper, elle avait construit une vie parallèle. Chaque sourire qu'elle m'adressait sonnait faux, chaque contact était vide. Mais je n'allais pas la confronter. Pas encore. La colère était là, mais la logique était mon arme. Si elle voulait jouer, j'allais gagner. Première étape, trouver un avocat. Pas n'importe lequel. Un requin du divorce, discret, méthodique, impitoyable si besoin. Je ne voulais pas d'un combat au tribunal, je voulais que quand Élise découvrirait le pot aux roses, tout soit déjà plié. Aucune négociation possible. Recherche en ligne, avis, recommandations discrètes de collègues passés par là. Je tombe sur maître Vincent Collet, spécialisé en droit de la famille, réputation redoutable. Cabinet dans une tour neuve à Eurorennes, loin du troquet où Romain avait tout déclenché. Je prends rendez-vous en prétextant un déjeuner pro. Élise n'a rien soupçonné ou elle devait déjà penser à son prochain rendez-vous avec Grégoire. Le cabinet était classe, déco épurée, livre relié cuir, diplôme de Paris 2 et Rennes y encadré. Poignée de main ferme, sourire professionnel. Je lui déballe tout, soupçon, détective, photo, horodatage. Quand j'ai fini, il croise les doigts. Vous avez déjà fait une grosse partie du boulot. C'est parfait. La maison est seulement à votre nom? J'acquiesce. Acheté avant le mariage. Élise n'a jamais demandé à être sur l'acte. Ça simplifie tout. En France, bien propre reste bien propre. Les améliorations pendant le mariage ne changent rien si l'acte est clair et que vous avez payé seul. Surtout avec les preuves de faute. Il m'explique la procédure, divorce pour faute, clôture des comptes joints, réorientation des prélèvements, protection maximale des actifs. Il me conseille un expert comptable judiciaire et me donne la liste des actions immédiates. Je repars avec un plan et une détermination glaciale. D'abord les comptes bancaires. On avait un compte joint à la Caisse d'épargne Bretagne sur l'avenue Janvier. Factures, courses, resto. Mais j'avais aussi un compte personnel ouvert il y a des années pour mes missions freelance. Le lendemain, Élise partie, je file à l'agence. La conseillère, Marion, me reconnaît, lunettes rouges, toujours un mot sur la météo. Je garde mon calme. Je voudrais clôturer le compte joint et virer le solde sur mon compte personnel. Elle hésite. Vous êtes sûr?
Ça retire Madame Moreau aussi. Oui. On sépare nos finances désormais. Petit mensonge, mais ça passe. En 10 minutes c'est fait, tout l'argent à l'abri. Ensuite je change tous les prélèvements de mon salaire chez Capgemini vers mon compte perso. Puis je passe en revue tout ce qui était commun, EDF, Free, Netflix, Deezer, même le Drive Leclerc. Tout basculé à mon nom ou résilié. Pendant 2 semaines je continue la comédie à la maison. Élise ne remarque rien. Elle texte Grégoire en cachette, joue la femme parfaite, propose même un week-end en amoureux. L'hypocrisie me donnait envie de vomir, mais je tenais bon. Dernière pièce, la maison. Notre maison à Colombage à Saint-Grégoire, notre fierté. Week-end à poncer, peindre, planter des hortensias. Je croyais qu'on y construirait notre avenir. Maintenant, c'était juste un bien à sécuriser. Comme elle était à mon nom seul, je n'avais pas besoin de son accord pour vendre. J'ai recontacté Sandrine Le Goff, une agent IMO de confiance. On s'est vu au Columbus Café de la Visitation, loin de la maison. Je dois vendre vite et discrètement. Je ne veux pas que ma femme le sache avant la signature. Elle hausse un sourcil mais acquiesce. J'ai déjà géré ce genre de cas. En quelques jours elle trouve un couple de retraités bordelais, cash, qui craque pour le charme breton. Offre correcte, closing prévu juste après le prochain congrès d'Élise à Bordeaux aux fenêtres parfaites. Fin du mois, tout était bouclé. Compte joint fermé, maison sous compromis, salaire sécurisé, même les abonnements Netflix changés de mot de passe. Je continuais le cinéma, sourire, blague, accord pour une soirée, pour raviver la flamme. Surréaliste de vivre aux côtés de quelqu'un qui ignorait que son monde allait s'écrouler. Chaque action me rapprochait de la liberté. Et quand le moment viendrait, Élise comprendrait à quel point j'avais démantelé la vie qu'elle croyait contrôler. Le prétendu congrès d'Élise à Bordeaux approchait, et je savais que ce n'était pas le boulot qui l'attendait là-bas. Grégoire ou un autre mensonge, peu importe. L'essentiel, c'était qu'elle s'absente 4 jours, le temps idéal pour exécuter le plan sans qu'elle gêne. La vente avançait comme sur des roulettes. Grâce à Sandrine, tout était calé pour signer pendant son absence. Les acheteurs, un couple de Charentais, Michel et Véronique Durand, étaient ravis. Parquet ancien, porche couvert, le petit jardin qu'on avait planté avec Élise au printemps, exactement leur rêve de maison bretonne. L'ironie me tuait, ils commençaient leur nouvelle vie dans celle où la mienne venait de mourir. Le matin du départ, je joue le mari attentionné une dernière fois. Je l'aide à charger sa valise dans la 3008, fait semblant de ne pas voir le nouveau sac de week-end glissé à côté au sûrement acheté pour l'occasion. T'es sûr que t'as tout, je demande calmement. Elle sourit, m'embrasse la joue. Oui. Je t'appelle ce soir quand je suis installé. Je hoche la tête, sourire en façade. Bon voyage. Elle s'éloigne, je regarde les feux arrière disparaître au bout de l'allée. Dès qu'elle tourne au coin, je rentre et je me mets au boulot. 4 jours pour effacer ma trace de cette maison. Pas question de perdre une seconde. D'abord les cartons que j'avais planqués dans le garage sous une bâche depuis des semaines. J'avais déjà emballé le superflu quand elle avait le dos tourné. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Je commence par la chambre, mes vêtements, affaires de toilette, objets perso. Les photos sur la table de nuit au mariage à Saint-Malo, vacances en Corse, Noël à Megève dans un carton séparé. Pas pour les garder, mais pour ne pas les laisser à Élise. Au bureau, ordi, disque dur, paperasse. Bibliothèque presque vide, la plupart des livres étaient à moi. J'en laisse quelques-uns qu'elle aimait. Dans le salon, je prends la couverture tricotée par ma grand-mère, les outils anciens de mon père, la vieille carte de reine encadrée. Cuisine, mes bons couteaux, la poêle en fonte que j'avais culottée, la cafetière à piston. Le reste vaisselle, verre à vin qu'elle adorait reste sur place. Fin du 2e jour, la maison sonnait creux. Placard vide, tiroir nu. Il ne restait presque plus rien de moi. J'ai loué un garde-meuble à Cesson-Sévigné, près de la Rocade, où j'ai stocké ses affaires. La clé attendrait avec le reste. 3e jour, grand ménage. Aspirateur, produit sur les plans de travail, tout nickel pour les Durand. Bizarre de récurer une maison qu'on ne reverra jamais. 4e jour, les déménageurs passent, emportent mes cartons. Silence total. Je reste au milieu du salon vide une dernière fois. Le canapé où on regardait des séries le vendredi, parti.
La table où on a partagé des milliers de repas, nus. Les murs nus. Ce n'était plus une maison. Juste une coquille. Avant de partir, je pose une enveloppe sur le plan de travail en granit, clé du garde-meuble, acte de divorce déposé chez Maître Collet, et une lettre. La lettre était courte. Pas besoin de plus. Je n'avais plus rien à dire qui aurait traduit la trahison, la colère, le vide. J'ai fait simple, direct, sans contact possible. J'ai glissé l'enveloppe sous le presse-papier en verre qu'elle avait ramené de Venise, et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Les Durand emménageaient l'après-midi même. Sandrine avait tout orchestré. Quand Élise rentrerait, la maison ne serait plus à nous. Je me suis installé dans un petit meublé à passer, juste de quoi poser mes affaires et réfléchir à la suite. Un lit, un canapé, une kitchenette. C'était à moi. Ça suffisait. En déballant l'essentiel, mon téléphone vibre. Élise, depuis Bordeaux. Je ne décroche pas. Je l'éteins, le pose, sors sur le balcon. Coucher de soleil orangé sur les arbres. Pour la première fois depuis des semaines, je respire. Élise allait rentrer dans une maison vide. Et quand elle comprendrait, je serais déjà loin. La vie qu'on avait construite était finie. J'étais enfin libre. Le congrès d'Élise à Bordeaux se terminait dimanche après-midi. Je l'imaginais sur la 10, ignorant totalement la maison vide qui l'attendait. Elle devait être fatiguée de son week-end pro ou de ce qu'elle avait vraiment fait et pressée de retrouver son petit confort de double vie. Elle répétait sûrement l'histoire qu'elle allait me servir, réunion interminable, dîner réseau, juste assez de détails pour que ça sonne vrai. Mais cette villa n'existait plus. Pendant qu'elle roulait encore, j'étais dans mon meublé à passer, café dans une tasse ébréchée que j'avais gardée. Le silence, pour une fois, était apaisant. Mon téléphone restait éteint sur le plan de travail. Aucune envie d'entendre ces messages. Il n'y avait plus rien à dire. En début de soirée, les Durand devaient commencer à s'installer à Saint-Grégoire. Je leur avais tout expliqué, heure probable d'arrivée d'Élise, sa voiture, quoi dire quand elle débarquerait, perdue et furieuse. Je ne m'inquiétais pas. Véronique avait cette fermeté douce, Michel ne supportait pas les scènes. Ils avaient compris et accepté. Je savais exactement quand elle allait se garer dans l'allée. J'entendais presque le crissement des pneus sur le gravier, je la voyais marquer un temps d'arrêt en sentant que quelque chose clochait. Les lumières différentes. Le Porsche qui ne ressemblait plus à celui qu'elle connaissait. Les petits détails qui sautent aux yeux en premier, le nouveau paillasson, l'absence de ses pots de lavande. Et puis le choc. Mais je n'étais pas là pour voir ça. C'était tout l'intérêt. Trajet Bordeaux-Rennes, environ 4 heures. Vers 18 heures, elle arrivait dans son allée. Soleil couchant derrière elle, quartier calme, juste le bruit des cigales dans les pins. En garant, elle a dû sentir immédiatement que quelque chose n'allait pas. Peut-être la voiture inconnue ou une Peugeot 508 break bleu ou cette impression que la maison la repoussait déjà. Je l'imaginais attraper son téléphone pour m'appeler, paniqué. Mais en arrivant sur le perron, Véronique Durand l'attendait, l'enveloppe à la main. L'échange fut simple, presque clinique. « Bonsoir, je peux vous aider ?» aurait demandé Véronique, polie mais ferme. Élise, désarçonnée, « c'est ma maison. » « Vous êtes qui ?» Véronique tend l'enveloppe. « Je crois que vous devriez lire ça. » Élise passe du Porsche à l'enveloppe, son cerveau qui refuse encore la réalité. Mais la vérité était là, entre ses doigts. Dans l'enveloppe, l'assignation en divorce, la clé du garde-meuble, et ma lettre. Elle n'était pas longue, mais chaque mot portait tout ce que j'avais retenu depuis la première fissure. Je l'avais écrite et réécrite, non pas parce que je manquais de mots, mais parce que je voulais qu'elle ressente chaque syllabe sans pouvoir répondre, détourner ou manipuler. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais la paix. La lettre. Élise. Quand tu liras ces lignes, je serai parti. Je ne le dis pas avec triomphe ou légèreté. Ce n'est pas une vengeance ni une sortie théâtrale. C'est la vérité. Celle qu'on connaissait tous les deux mais qu'on refusait d'admettre. Notre mariage est fini. Tu dois être perdu. Peut-être en colère. Peut-être que tu te dis qu'il y a erreur, malentendu. Il n'y en a pas. Je sais tout. Je sais pour Grégoire. Je sais pour les hôtels, les rendez-vous secrets, les excuses bidons.
Je sais que tu vivais une autre vie en me faisant croire que tout était normal à la maison. Je ne suis pas tombé dessus par hasard. J'ai suivi les indices parce qu'une petite voix me disait que quelque chose clochait. Ça a commencé par une discussion anodine que tu aurais balayée d'un revers de main si tu l'avais su. Mais elle m'a mené là où je n'aurais jamais cru aller. J'ai engagé un détective, Élise. Il m'a remis des photos de toi et Grégoire, dans des cafés, en train de rire comme si je n'existais pas. J'ai vu les horaires précis où tu entrais dans des hôtels, main dans la main, comme si nos serments ne valaient rien. Et tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas la trahison en soi. Ni même les preuves sous les yeux. C'est de réaliser à quel point tu mentais facilement. À quel point rentrer le soir, m'embrasser, faire comme si on était toujours le couple qui avait construit cette vie venait naturellement. C'est ça qui m'a brisé, pas ce que tu as fait, mais la facilité avec laquelle tu l'as fait. J'aurais pu te confronter. Crier, exiger des explications, essayer de sauver quelque chose. Mais je ne veux plus. Il n'y a plus rien à sauver. La femme que j'aimais n'existe plus. Peut-être n'a-t-elle jamais existé. C'est la vérité la plus dure. Tu trouveras l'assignation en divorce dans cette enveloppe. Tout est déjà lancé. Les comptes sont clôturés, la maison vendue, tes affaires dans un garde-meuble à Cesson-Sévigné. La clé et l'adresse sont jointes. Il n'y a plus rien à discuter, plus rien à partager. Tout est réglé. Je te demande de ne pas chercher à me contacter. Ce n'est pas une invitation au dialogue. Il n'y a rien que tu puisses dire pour changer ce qui est fait. Je choisis la paix plutôt que le chaos. Je choisis de tourner la page. Adieu. Lucas. Je n'ai pas mis « je t'embrasse » ni « avec tout mon amour ». Rien qui aurait pu rappeler ce qu'on avait été. Parce que quand j'ai écrit ces derniers mots, cette vie-là était déjà un souvenir lointain. Je savais que le ton calme et définitif la toucherait plus que n'importe quelle dispute. Élise fonctionnait au contrôle, à la manipulation émotionnelle. Cette lettre lui retirait tout ça. Pas de faille, pas de crise à exploiter. Juste les faits, nus. Dans les jours qui ont suivi, je l'imaginais relire la lettre encore et encore, chercher une brèche dans ma résolution. Mais il n'y en avait pas. Tout était verrouillé, compte, maison, preuve. La lettre était mon dernier mot. Et ça suffisait. Pendant qu'Élise réalisait l'ampleur du désastre, je commençais ma nouvelle vie à passer. Réveil dans un appart inconnu, mur nu, bruit léger de la rocade. Mais il y avait une liberté dans ce vide, une possibilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai repris des petites routines, footings matinales le long de la Vilaine, café du soir au bistrot de la Cité, je recontactais des amis qu'Élise m'avait peu à peu éloignés. Le silence qui m'étouffait autrefois était devenu un cadeau. Je n'attendais plus le prochain coup. Le pire était passé, et j'avais survécu. Élise a essayé de me joindre après la lettre. Appel, message, tentative désespérée de rouvrir un dialogue que j'avais clos. Je n'ai jamais répondu. Je ne l'ai pas bloqué. C'était inutile. Le silence parlait pour moi. Un soir, une semaine après, un mail. Objet, s'il te plaît, juste une chance de m'expliquer. J'ai laissé le curseur au-dessus longtemps. Puis je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Parce que je n'avais pas besoin d'explication. J'avais déjà tout. La lettre n'était pas seulement un adieu à Élise. C'était un adieu à la vie que je croyais vouloir. La maison, les souvenirs, les projets où tout reposait sur du vent. La trahison m'avait fait mal, mais elle m'avait aussi libéré. Au final, le ton calme de la lettre disait tout, je n'étais plus en colère. Je n'étais plus amer. J'avais tourné la page. Et c'était le message le plus fort que je pouvais lui laisser. Quand Élise est rentrée à Rennes et a trouvé des inconnus dans ce qu'elle croyait encore être sa maison, le choc a dû être violent. Sa vie parfaitement compartimentée au mari à la maison, amant à l'extérieur s'effondrait en un instant. Mais ce n'était que le début. Après la lettre et l'assignation, je savais qu'elle allait consulter un avocat. Elle n'était pas du genre à baisser les bras, surtout pour la maison. Elle pensait sûrement qu'il y avait une faille juridique, un détail que j'avais négligé. Il n'y en avait pas. J'avais tout anticipé. Elle a pris maître François Lebert, un ténor du barreau rennais, connu pour ses coups d'éclat en divorce. Mais même le meilleur avocat ne réécrit pas les faits. Et les faits étaient tous de mon côté. La maison de Saint-Grégoire était à mon nom seul.
Acheté avant le mariage avec mes économies et un petit héritage de mon grand-père. Élise n'avait jamais participé au remboursement, et les travaux communs ne changeaient rien à la propriété. Quand elle s'est assise dans le bureau de Lebert et a raconté son histoire, j'imaginais presque la scène. Il a vendu la maison sans même me prévenir. Ça ne peut pas être légal. Lebert, calme, votre nom était sur l'acte notarié? Silence. Non, mais... Sur le prêt immobilier? Nouveau silence. Non, mais on était mariés, ça compte. Soupir. En régime de communauté réduite aux acquêts, un bien propre reste propre. Votre mari avait tout à fait le droit de vendre sans votre accord. Je voyais le moment où Élise réalisait qu'elle avait tout perdu. Pas juste la maison, mais toute emprise sur la vie qu'on avait construite. Et ce n'était pas tout. Quand Lebert a demandé les comptes joints à la caisse d'épargne, ils étaient clôturés depuis des semaines. Tout l'argent transféré sur mon compte perso. Carte bleue désactivée. Facture basculée. Abonnement résilié. Ce n'était pas juste une défaite juridique. C'était une disparition totale. Après avoir compris qu'il n'y avait rien à faire légalement, Élise a tenté le dernier recours, m'appeler. Les premiers appels se sont enchaînés. Puis les messages vocaux. D'abord furieux. Lucas, c'est quoi ce bordel? Tu ne peux pas disparaître comme ça. Rappelle-moi. Puis perdu. Je ne comprends rien. Rappelle-moi, s'il te plaît. On peut parler. Enfin désespéré. Je t'en supplie, Lucas. Dis-moi où tu es. On peut tout réparer, je te jure. Je n'ai jamais répondu. Un soir, sur le balcon de mon meublé à passer, couché de soleil magnifique, j'ai décidé de décrocher. Long silence à l'autre bout. Lucas? Sa voix tremblante. Je laisse le silence s'étirer. Lucas, je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. On peut parler, non? On peut arranger les choses. Je laisse passer encore quelques secondes. Puis, calme. Tu as fait ton choix. Assume-le maintenant. Je raccroche avant qu'elle puisse répondre. C'était la dernière fois que je parlais à Élise. Je ne l'ai pas bloquée. Inutile. Les appels ont cessé. Le silence qui a suivi a été le point final de notre mariage. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à construire ma nouvelle vie. J'ai trouvé un appartement définitif à Champy, plus près du boulot, loin des souvenirs rennais. Footing le long de la Vilaine, atelier menuiserie le week-end, j'avais toujours voulu essayer. Je fabriquais des meubles simples, tables basses, étagères. Créer de mes mains quelque chose de vrai, d'honnête, ça me faisait du bien. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Je n'ai jamais su ce qu'Élise était devenue. Si elle était restée à Rennes, partie ailleurs, ou avait reconstruit avec Grégoire. Ça ne m'intéressait plus. Elle était un chapitre clos. Parfois, en passant devant le café de la Forêt ou le parc des Gailleuls, un souvenir remontait. Mais juste un éclair. Un reste d'une vie qui n'existait plus. Et jour après jour, ce souvenir s'effaçait un peu plus. Cette histoire ne s'est pas terminée en cris ou en règlement de comptes spectaculaires. Pas de disputes enflammées ni de réconciliation de dernière minute. Juste une vengeance froide, méthodique. Une rupture nette avec une vie bâtie sur des mensonges. Élise avait fait son choix. J'avais fait le mien. Le reste n'était que silence. Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que l'approche méthodique du héros pour résoudre le problème de l'infidélité était justifiée, ou aurait-il dû parler directement à sa femme? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.